Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire Prévention des risques ergonomiques où nous allons vous présenter 4 nouvelles subventions pour accompagner les entreprises. On va peut-être attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte parce que vous êtes assez nombreux ce matin à nous suivre. Je voulais juste préciser que ce webinaire est à destination exclusive des partenaires de la CARSAT Bretagne, c'est-à-dire les services de santé au travail, les fédérations professionnelles, les CCI, et qu'il y aura un webinaire destiné aux entreprises fin mai. Donc, je me présente, je suis Laurence No, je travaille à la direction des risques professionnels de la CARSAT Bretagne. Je serai modératrice durant tout le webinaire, accompagnée d'Oriane Lefebvre, ma collègue. Alors, avec nous pour la présentation de ces aides financières, Isabelle Béchu, qui est coordinatrice des aides financières, et Gilles Constant, qui est ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la CARSAT. Avant de démarrer la présentation, je vais vous donner quelques petites consignes à respecter pour le bon déroulé de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Vous avez un petit icône question, donc je vais vous demander de poser toutes vos questions durant le webinaire dans cet onglet. Ça nous permettra de pouvoir y revenir à des moments précis et et nos intervenants pourront y répondre en direct. Si vous souhaitez discuter ou donner un avis, il y a un onglet chat. Donc, je vous encourage les questions dans l'onglet questions et toute discussion dans l'onglet chat. Une petite précision, ne mettez aucune donnée personnelle dans cet outil, aussi bien dans l'onglet questions que dans l'onglet chat. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse mail, s'il vous plaît. Et dernière petite chose avant de débuter la présentation, le replay du webinaire sera disponible par mail. Vous le recevrez à la fin du webinaire et vous pourrez également télécharger le support de présentation à partir de l'onglet App qui est en bas de votre écran et partage de fichiers et vous aurez accès à la présentation que nous allons vous présenter maintenant. Je vous laisse en compagnie de Gilles. Bonjour. Déjà un petit mot sur la CARSAT, recaler un petit peu les choses. Donc la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. On va dire qu'on a 4 activités. Alors la plus grosse qui est la plus connue, c'est carrière et retraite. Donc c'est le paiement le calcul et le paiement des retraites donc pour les salariés du régime général. L'action sociale aussi pour l'accompagnement des seniors, donc ça c'est pour la partie caisse d'assurance retraite. Et puis il y a aussi de la santé au travail avec un service social pour les salariés et les indépendants, donc où on travaille notamment sur la prévention de la désinsertion professionnelle et peut-être la plus belle des missions, donc la prévention des risques professionnels auprès des entreprises. Donc notre but, c'est de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles au travers de la formation, d'informations pratiques, d'incitations financières, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et d'intervention auprès des entreprises. Voilà, je vais laisser sur la partie incitation financière Isabelle prendre la suite. Bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, juste pour vous rappeler le panorama des subventions qui sont dans la continuité des subventions que vous connaissiez et qui étaient proposées. Donc, 5 subventions risques chimiques, une subvention top BTP et une subvention prévention des risques psychosociaux, plus 2 subventions régionales, donc sur la Bretagne, risque d'exposition au radon et locaux plus sûrs. Donc, vous pourrez retrouver ce diaporama sur notre site internet. Juste pour vous montrer un petit peu, dans ce panorama, vous voyez les équipements éligibles, les entreprises éligibles et le petit carré PDF vous permet de télécharger les conditions d'attribution de la subvention. Alors, on va vous rappeler dans un second temps le contexte de la création de ces subventions. Elles entrent dans le cadre du Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, que l'on appelle aussi FIPU. Le FIPU a été créé par la loi retraite d'avril 2023 et géré par le réseau assurance maladie risque professionnel.
Le montant de la dotation totale donc pour ce FIPU est de 200 millions pour 2024 avec une prévision de 1 milliard sur 5 ans, donc jusqu'en 2027. 3 destinataires des financements du FIPU, donc les entreprises avec une gestion régionale et donc les subventions que nous allons vous présenter, les organismes professionnels de prévention des branches. Aujourd'hui, le seul connu, c'est l'OPP-BTP et France Compétences. Pour ces 2 derniers destinataires, c'est une gestion nationale, donc pas par la CARSAT Bretagne. Pourquoi on souhaite agir sur les TMS? Parce que 87% des maladies professionnelles reconnues sont des TMS. Pour la Bretagne, on est dans l'ordre de grandeur, on est à 89%, donc légèrement supérieur. Mais c'est un mal qui nous touche, nous aussi, et particulièrement. 3 facteurs de risque ergonomiques à prévenir. Ce sont quoi? Donc des manutentions manuelles de charge. Donc ça, je pense que ça s'explique assez facilement. On porte quelque chose qui est lourd ou on porte quelque chose de manière très régulière. Des postures pénibles définies comme position forcée des articulations. On peut illustrer ça avec un travail, le bras en hauteur. Voilà, donc là, on va user ses épaules prématurément. Et puis des vibrations mécaniques qui se transmettent aux articulations, qui se transmettent à l'ensemble du corps et qui causent ces maladies professionnelles. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'agir au niveau des entreprises, envers les salariés, au niveau collectif et individuel, sur 4 types d'actions. Donc, on va avoir de la sensibilisation, des diagnostics, et des équipements de prévention. Donc on va rentrer dans le détail de tout ça derrière, hein. On vous le présente, juste, un petit peu rapidement. Des frais de personnel dédiés, donc des préventeurs au sein des entreprises. Des actions de reconversion professionnelle et des formations de salariés éligibles au CPF. Et enfin, des aménagements de poste proposés par le médecin du travail. Là encore, on va rentrer dans quelque chose qui est très cadré avec le médecin du travail au titre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans les orientations. Donc, comment comment la branche accident du travail, maladie professionnelle a créé ces subventions? Bah, c'est en utilisant les données et les statistiques sur plusieurs années, donc qui ont permis de faire une cartographie en fait, des expositions aux différents facteurs de risque. Et on en cours, alors déjà en cours, mais qui va se continuer, un travail avec les branches professionnelles, pour travailler sur les métiers et les activités exposantes. Des accords de branche qui permettront une revalorisation ou une valorisation différente des aides, on en parlera tout à l'heure. Et puis, l'interlocuteur, au niveau national, ça va être pour tous ces branches, pour ces accords de branche, la direction générale du travail. D'accord? Ça ne sera pas la CARSAT en direct, ça sera la direction générale du travail. Tout à l'heure, Isabelle vous a parlé de 200 millions d'euros annuels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et 150 millions d'euros à destination des entreprises? Qu'est-ce que ça veut dire en Bretagne? Ben, ça veut dire une enveloppe d'un petit peu plus de 7 millions d'euros. Cette enveloppe, elle est découpée en trois. Elle est découpée vers les petites entreprises de 0 à 49 salariés, où on va avoir 70% de cette enveloppe, un petit peu moins de 5 millions d'euros. Des entreprises de taille intermédiaire entre 50 et 199 salariés avec 20 de l'enveloppe et enfin des entreprises de plus de 200 salariés pourront bénéficier de subventions, voilà, sur une enveloppe qui est un petit peu plus réduite. Alors, ces subventions prévention des risques ergonomiques, pour qui? Donc, pour toutes les entreprises relevant du régime général et ici, c'est bien quel que soit leur effectif. Les conditions, ce sont les mêmes que les autres dispositifs de subvention qui ont été publiés les années précédentes. Il faut adhérer à un service de prévention et de santé au travail. Il faut avoir réalisé et mis à jour son document unique. Il faut avoir informé les instances représentatives du personnel sur le projet d'investissement. Il ne faut pas faire l'objet d'une injonction ou d'une cotisation supplémentaire, pas de contrat de prévention en cours et l'entreprise doit être à jour de ses cotisations sociales. Ces subventions s'adressent également aux travailleurs indépendants, uniquement les travailleurs indépendants qui adhèrent à l'assurance volontaire, AT-MP et là, il s'agit de l'AVAT.
Les travailleurs indépendants donc, doivent également être à jour de leurs cotisations sociales et ne pas employer de salariés à la date de la demande. Juste un petit rappel sur les règles de cumul. Le cumul des financements publics ne peut pas être supérieur au montant des factures que les entreprises nous transmettent, et ces subventions sont bien hors champ de la règle des minimis. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Ok, c'est quoi? On propose une répartition en quatre thèmes. Des actions de prévention avec les équipements, les diagnostics et les formations. Des actions d'aménagement de poste avec, sur proposition du médecin dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Des actions de sensibilisation et les salaires des préventeurs, donc des frais de personnel. On va rentrer dans le détail de chacune de ces cases. Hop, avec, tout d'abord donc les actions de prévention. Première action, présentée aujourd'hui, donc c'est les diagnostics ergonomiques. On est dans la suite de, TMS Diag, qui existait les années précédentes. L'idée, c'est quoi? Bah, c'est qu'on analyse une situation de travail, une ou plusieurs situations de travail, les facteurs de risque et les déterminants. Voilà. Derrière, l'objectif, c'est de construire un plan d'action qui vise à éliminer, en fait, les contraintes et les risques. Comment on fait? Donc le diagnostic est financé parce qu'elle sera réalisée par une personne compétente d'un organisme référencé et qui intégrera aussi ce diagnostic les différents points essentiels permettant d'assurer la qualité de ce diagnostic, d'accord? Donc une personne référencée, un diagnostic avec, un cahier des charges qui valide la qualité. Qu'est-ce qu'on attend nous comme pièce? Donc une facture du prestataire acquittée, une facture 2024. On va vous le dire tout le temps, mais ça c'est super important et une attestation du prestataire qui justifie à la fois des compétences et de la conformité au cahier des charges qui est demandé, dans cette subvention. Donc il y a un cahier des charges spécifique qu'il faut faire valider par le prestataire. Côté formation, l'idée, c'est de permettre à l'entreprise de monter en compétences. Donc, là-dessus, quelles sont les formations qui sont visées? C'est les formations TMS de la branche, voilà, donc ça, c'est pour l'ensemble des secteurs. Il y a aussi une approche sectorielle sur l'aide et soins à domicile, le sanitaire et le médico-social, le transport et la logistique et sont aussi visées les formations PRAP, donc les formations de prévention des risques liés à l'activité physique sur la partie industrie, bâtiment et commerce. Donc là, on est aussi sur du multisectoriel. Donc ce sont les formations du réseau, INRS par les organismes de formation qui sont habilités. De la même manière que, précédemment, facture du prestataire, de 2024, où on détaille la durée et le type de formation, acquittée et l'attestation de présence à la formation tant qu'à faire, pour s'assurer que la personne a bien suivi la formation du début jusqu'à la fin. Côté équipement, c'est un gros changement par rapport à la subvention TMS Action qui était connue auparavant. Il s'agit d'une liste limitative d'équipements qui a été décrite par le national. Ce sont des équipements éprouvés, en prévention, donc qui sont reconnus et cette liste d'équipements, elle est complètement dissociée du diagnostic qui vient d'être présenté auparavant. Il suffit juste que l'équipement, réponde à un cahier des charges. Donc, vous voyez ici regroupé en 4 catégories. On a des équipements de transfert avec des rails, pour les établissements de soins, portiques mobiles, des préhenseurs mobiles, des monte-meubles pour les déménageurs, des monte-charges et des monte-plats pour le secteur de la restauration et des métiers de bouche. On va pouvoir aussi subventionner des équipements roulants tels que les transpalettes électriques, des tracteurs pousseurs, des timons électriques et des roues motorisées. Également des plans de travail, réglables en hauteur, des tables élévatrices. Là aussi, c'est pour certains secteurs d'activité et pour l'industrie. Des plateformes à maçonner et des recettes à matériaux. Donc ces 2 points sont pour le BTP et des autres, équipements spécifiques, donc des filmeuses housseuses, ponts de carrossier, dispositifs de bâchage, débâchage automatique de benne et des autolaveuses. Donc, comment ça se passe? L'entreprise, elle doit nous fournir une facture acquittée et une attestation du fournisseur de conformité au cahier des charges de la subvention risque ergonomique. Ce cahier des charges, il est vraiment, très important. C'est le fournisseur qui atteste et il est disponible donc dans les conditions d'attribution de la subvention.
Une deuxième subvention, donc c'est action de sensibilisation. Donc là, il s'agit de financer plutôt la création d'infographies type affiches, mode opératoire pour la prévention des risques ergonomiques, de la documentation, tout ça à destination des entreprises, des salariés de l'entreprise. On financera aussi de l'événementiel interne, ça peut être des réunions, des forums, et là on participera aux frais de logistique, frais de prestation de type, animation, préparation externe par un prestataire. Donc là aussi, on demandera une facture acquittée et une attestation de l'entreprise justifiant du format utilisé et du type d'action réalisée. Et un peu vite. Excusez-nous, c'est du direct. Salaire des préventeurs. Voilà, donc la branche peut participer forfaitairement au travail d'un préventeur dans l'entreprise qui est embauché par l'entreprise. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir en interne, d'être autonome et d'avoir les compétences en interne pour la prévention des risques ergonomiques. Donc là, ça prend la forme d'une participation forfaitaire. Donc c'est pas un pourcentage là-dessus, c'est une participation forfaitaire des frais de personnel pour pour quelqu'un qui, dans tout ou partie de ses missions, fait de la prévention des risques ergonomiques. Le contrat peut être un CDD ou un CDI. Les pièces qui sont à fournir, donc c'est un contrat de travail du salarié en cours et une attestation de l'entreprise qui justifie que le poste occupé par ce salarié est directement lié à des actions de sensibilisation et de prévention des facteurs de risque ergonomique. Voilà, ça, ce sont les 2 pièces qui sont à proposer. Il y a encore une partie aménagement de poste. Ouais, on a un petit peu cafouillé là tout à l'heure sur le diapo, on s'excuse. Aménagement de poste. Donc on est sur quelque chose qui est très cadré. On est dans une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc on va pouvoir aider au financement de mesures individuelles. Donc on est dans la prévention de la désinsertion professionnelle d'une personne pour un salarié qui s'inscrit dans cette démarche. On va pouvoir financer donc des mesures individuelles pour ce salarié exposé de façon avérée au risque ergonomique. Ça se base sur quoi? Ça se passe sur une attestation du médecin du travail, alors, qui doit connaître ce qu'est l'annexe de l'arrêté du 16 octobre 2017. Je vais pas vous le lire, donc en gros, c'est un CERFA, voilà, donc c'est un engagement du médecin du travail sur le besoin, et la nécessité, d'accompagner ce salarié au travers d'équipements et de mesures, pour la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc en plus de l'attestation du médecin du travail, il va falloir la facture 2024, encore une fois, acquitter des dépenses et l'attestation de l'entreprise justifiant que le salarié occupe ce poste et qu'il expose aux facteurs de risque ergonomique. Voilà. Donc salaire des préventeurs, je l'ai déjà dit, on va pouvoir continuer. Voilà, donc on vous a présenté là rapidement les 4 dispositifs de subvention. Maintenant, on va passer un petit peu dans les taux de financement de ces subventions. Alors tout d'abord, on voulait vous présenter la valorisation des accords de branche. Donc c'est quoi? C'est des négociations qui sont en cours avec les branches professionnelles. Ces accords de branche doivent ensuite être déposés pour extension auprès de la direction générale du travail. Ces accords de branche, ils vont identifier les métiers et les activités particulièrement exposés aux facteurs de risque, ergonomiques. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'un accord de branche sera, rédigé et étendu auprès de la DGT, les pourcentages de participation, auprès des entreprises sont, augmentés. Les plafonds individuels seront aussi augmentés et les plafonds cumulés seront également augmentés. Et là, on va regarder un petit peu les taux de prise en charge. Heu Une diapo un petit peu compliquée à expliquer. Donc pour les 3 premières subventions, donc action de prévention, donc qui contient bien les équipements, le diagnostic et la formation,
plus les actions de sensibilisation et les aménagements de poste, on va regarder les entreprises qui ont un effectif en dessous de 200 salariés et les entreprises qui sont au-dessus. Donc, pour les entreprises de moins de 200 salariés, le taux de financement hors accord de branche est de 70%. Si un accord de branche est conclu et étendu, on ira jusqu'à 85% du montant hors taxe de la facture ou des factures. L'entreprise, donc toujours les moins de 200, pourra avoir 25 000 euros par subvention. Donc 25 000 euros pour l'action de prévention, 25 000 euros pour les actions de sensibilisation et 25 000 euros pour les aménagements de poste. Si un accord de branche est conclu, on monte ce plafond à 50 000. Le cumul hors accord de branche, donc pour une entreprise, c'est 75 000 euros. Si un accord de branche, c'est 125 000. Et vous voyez que pour les entreprises de plus de 200 salariés, ces taux, ils sont quand même bloqués à 25 000 euros. Quand on dit entreprise, on parle SIRAN d'une entreprise. Donc, quel que soit le nombre de SIRET, le plafond qui s'applique, c'est celui-ci. Donc, c'est pour l'ensemble de l'entreprise au niveau national. Côté salaire préventeur, là, on est sur un forfait. Donc, hors accord de branche, le forfait sera de 8 235 euros. Si un accord de branche est conclu et étendu, 10 000 euros. On parle toujours d'entreprise. Donc, quel que soit le nombre d'établissements, l'entreprise elle a droit à un salaire pour le préventeur. Voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des... Alors, je reviens vers vous. Oui, il y a quelques questions, Isabelle et Gilles, vous allez peut-être pouvoir y répondre. Alors, une première question de Hugo. Les chambres consulaires sont-elles concernées? Si on n'est pas un établissement de service public, on est concerné par ce système de subvention. Très bien, merci. Alors, la question suivante de Réjeanne. Les ponts roulants sont-ils éligibles? Il s'agit des équipements. Alors, s'ils apparaissent dans la liste, je suis en train de les revoir. On a portique mobile, on n'est pas dans du pont roulant. Il faut voir le détail de ce qui est derrière. Pour moi, pas forcément directement comme ça, parce qu'on est plutôt sur des matériels mobiles. Juste pour préciser, les cahiers des charges, donc ils ont été rédigés au niveau national. Là, on est en train d'étudier les demandes qu'on a déjà reçues des entreprises. Et quand on a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on transmet au niveau national qui apporte une réponse. Les ponts roulants font partie de ce questionnement. Donc, on attend le retour, nous, de la Caisse nationale pour savoir si on peut financer ou pas. Alors, la question suivante de Ewen. Quel est l'intérêt d'un diagnostic ergonomique s'il y a une liste exhaustive des équipements? Comment amener et justifier le diagnostic ergonomique si le matériel proposé ne correspond pas à la liste? On fait un diagnostic ergonomique pour prévenir des risques professionnels. Et puis là, dans ce cas-là, des risques ergonomiques, on ne fait pas un diagnostic pour obtenir une subvention derrière. Donc l'idée, c'est de faire progresser l'entreprise dans la gestion de ces risques-là, pas uniquement d'obtenir des subventions. Donc là-dessus, comment on fait? On peut le justifier, voilà. On peut montrer à l'entreprise l'intérêt d'investir dans un équipement qui n'est potentiellement pas dans la liste. Après, cette liste d'équipements va être revue en fait. Et peut-être que certains équipements vont être ajoutés qui correspondront à ce moment-là à ceux que vous aviez ou que vous pourriez proposer. Alors, la question suivante de Marie. L'achat d'échafaudage est-il toujours éligible aux aides? Oui, bien sûr, mais par le biais de la subvention Top BTP, comme je vous ai rappelé en début de webinaire, on a toujours les subventions donc Top BTP et risques chimiques et RPS. Donc, il faudra demander la subvention dans Top BTP.
Alors, une autre question, Elisabeth demande si, concernant la PDP, dans l'attente des accords de branche, y a-t-il besoin de justifier qu'un salarié est exposé aux facteurs de risque ergonomiques, posture pénible, vibrations mécaniques et manutention manuelle de charge? Oui, si on rentre dans un aménagement de poste, il faudra, avec le médecin du travail, justifier de cette exposition au risque. Et la question suivante de François, donc les préconisations doivent absolument venir du médecin du travail et non d'un cabinet conseil en ergonomie? C'est une interrogation. Après, il y a en fait, le médecin du travail, ne réalise pas lui-même, pas forcément lui-même le diagnostic. Donc, il peut se baser sur, les résultats d'un diagnostic qui a été fait par un cabinet d'ergonomie ou par, les IPRP, de son service de santé au travail. Après derrière, ce qui va compter, c'est sa demande, c'est la demande du médecin, et l'intérêt qu'il voit, à ce qui est proposé pour la personne qui est exposée. Très bien. Donc là, on va s'arrêter avec les questions. On y reviendra en fin de webinaire. Je vous propose de continuer votre présentation, Isabelle et Gilles. Alors, en pratique, comment ça se passe? Juste pour rappeler que ces subventions dites ergonomiques, elles remplacent les subventions TMS Action, TMS Diagnostic et aide médico-sociale qui étaient proposées donc les années précédentes. C'est vraiment un nouveau dispositif donc pour toutes les entreprises et les travailleurs indépendants. La gestion est complètement différente de ce qu'on a pu connaître avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réservation. Les entreprises achètent leur matériel. Pour savoir s'il est éligible à la subvention, elles doivent regarder le cahier des charges, vérifier auprès du fournisseur que le cahier des charges est bien respecté. Ensuite, elles achètent le matériel et elles font la demande. On est sur une liste également limitative des équipements subventionnés, donc pas de diagnostic pour justifier les investissements et pas d'avis CARSAT non plus sur la conformité au cahier des charges. C'est vraiment basé sur des attestations fournisseurs. Pratiquement, comment on fait sa demande? Eh bah, ça se prépare. Voilà. Déjà, il faut que les entreprises, prennent connaissance des conditions d'attribution. Ça change. On n'est plus dans les subventions type, TMS Action. Donc, il y a vraiment un changement, il y a vraiment une prise de connaissance à avoir, sur les conditions d'attribution. Ensuite et ça c'est aussi un gros changement par rapport à précédemment. On a un cahier des charges de la branche accident du travail, maladie professionnelle par rapport aux équipements qui sont, subventionnés ou par rapport aux formations. Donc il faut que tout ça, ça soit transmis aux fournisseurs, aux prestataires ou aux médecins du travail pour que, le fournisseur, le prestataire ou le médecin du travail puisse valider que la démarche, puisse valider que l'équipement, puisse valider que la formation, ou, la prestation de sensibilisation correspondent aux besoins du cahier des charges de la branche AT-MP et pas de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un distinguo. Nous, la couleur du matériel, à la limite, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que ça corresponde à notre cahier des charges. Ensuite, une fois que c'est bon et qu'il y a un engagement du fournisseur là-dessus, on peut lancer l'achat du matériel ou de la prestation. Voilà, là, il y a pas de problème. On réceptionne et on paye et à partir de là, on commence à rassembler les pièces techniques, les factures acquittées avec les mentions qui sont obligatoires, les attestations qui sont nécessaires. Ensuite, on rassemble les pièces administratives. On parle de certificats, on parle de l'URSSAF, on parle, de certaines qui sont dans les conditions générales, voilà. Et puis après, on va pouvoir, une fois que tout est prêt, on va pouvoir faire sa demande de subvention au travers du site Net Entreprise sur la partie compte AT-MP. Donc tout est dématérialisé, tout se fait sur internet, au travers du compte AT-MP. Voilà. On est encore une fois sur une notion de service fait, donc on s'est engagé financièrement, donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir préparé sa demande de subvention parce qu'après, bah, malheureusement, ça sera trop tard, les frais seront engagés par l'entreprise.
techniquement, donc, comme disait Gilles, via le compte ATMP sur Net Entreprise, l'entreprise va déposer sa demande. Donc, en fonction de son secteur d'activité, de son effectif, elle va voir toutes les subventions auxquelles elle peut prétendre. Juste pour vous rappeler, il y a une petite vidéo sur notre site internet qui montre vraiment comment on demande et comment on suit une subvention. Pour rappeler, on est vraiment sur une gestion simplifiée où on va demander à l'entreprise de fournir donc un RIB pour le versement de la subvention, une attestation URSSAF et derrière, vraiment les seuls justificatifs qu'on demande, c'est une facture acquittée ou un contrat de travail pour le salaire préventeur et les attestations correspondantes à chaque dispositif. Donc, dispositif très, très simplifié. Donc hop, je passe rapidement et là vous aurez un accès aux documents, comment l'entreprise suit et quels éléments elle voit sur son compte ATMP. Juste pour faire un petit zoom, il y a un tout petit trombone que l'on voit en bas à droite qui est le cahier des charges et c'est très, très important. Il faut que l'entreprise elle le consulte avant de déposer sa demande. Ah. Donc voilà, si, je fais. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Donc on y arrive. Quelles sont les erreurs à éviter? On a un taux de refus qui est très, très élevé en ce moment, parce que bon, je pense qu'il y a des réflexes qui ont été pris et puis que les entreprises n'ont pas lu les conditions. Ça s'améliore, mais on compte sur vous, voilà, pour, nous aider à passer le message. Aujourd'hui, on a des dossiers non recevables. Ils sont refusés pourquoi? Parce qu'en fait, on reçoit pas une facture, mais on reçoit un devis. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on avait avant sur les subventions TMS Action. Là, aujourd'hui, on est bien sur une facture. On nous fait une demande sur un équipement qui est non éligible. On a une liste limitative, peut-être trop limitée à votre goût, je peux l'entendre. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est celle-là et on ne pourra subventionner que des équipements qui sont sur cette liste. On a aussi des factures pour des investissements qui sont inférieurs à 2024. Cette nouvelle subvention sur les risques ergonomiques a été lancée le 18 mars 2024 et elle ne prendra en compte que les équipements achetés sur 2024 du 1er janvier au 31 décembre. Les diagnostics, voilà, donc là, il y a une confusion avec la subvention TMS sur les aménagements de poste. Donc là-dessus, on est bien sur une attestation du médecin, le CERFA du médecin, par rapport à la personne dont on veut prévenir la désinsertion professionnelle. Ensuite, il y a des erreurs sur les saisies d'effectifs. C'est bien un effectif au niveau national, c'est ce que vous a dit Isabelle, tout à l'heure et pas un effectif au niveau de l'établissement. Donc, ça c'est très important pour qu'on puisse voir en fait dans quelle tranche de subvention on va se retrouver. Et puis après on a des dossiers qui seraient recevables mais qui sont pas complets. Pourquoi? Parce qu'on a des factures sans les mentions obligatoires, mention d'acquitté, le mode de paiement, la date de livraison. Voilà, ça, ces mentions, elles existaient déjà. D'accord? Donc ça, c'est pas une nouveauté, spéciale aux subventions ergonomiques, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour nous et ces annotations sur les factures sont impératives pour nous. Et ensuite, il y a l'absence d'attestation du fournisseur, du prestataire ou des entreprises, c'est-à-dire l'engagement à la conformité au cahier des charges ou les attestations, comme quoi on a quelqu'un qui travaille, en prévention des risques ergonomiques. Voilà, ces attestations-là sont obligatoires. Elles sont importantes pour nous. Il faut bien veiller à les proposer dans le dossier. On est bien conscient, vu le taux de refus, que c'est très, très compliqué actuellement pour les entreprises. Elles sont un petit peu perdues. C'est un nouveau dispositif avec des nouvelles conditions. Donc là, c'était pour vous dire que là, actuellement, on travaille au niveau régional sur des outils qui vont pouvoir aider les entreprises. Donc, on va mettre en place un simulateur d'éligibilité. En quelques clics, l'entreprise pourra voir si sa demande est recevable, si elle a des démarches à faire auprès du fournisseur ou auprès d'autres administrations pour que son dossier soit complet. On travaille également sur un guide pratique en partant du «J'ai besoin de», donc en fonction du besoin de l'entreprise, elle pourra voir comment on peut l'aider.
également un panorama de ces subventions risques ergonomiques. On pourra y voir tous les postes de financement, les différents cahiers des charges, les attestations à télécharger, donc vraiment un panorama. Dès qu'ils seront finalisés, ces outils, on les mettra en ligne sur notre site internet et comme on vous disait au début du webinaire, on va proposer un webinaire donc dédié aux entreprises le 30 mai 2024. Pose aussi, donc quand on va vous envoyer la présentation, on va aussi vous proposer on va vous donner la possibilité, pardon, de télécharger des documents, donc que ça soit pour les diagnostics ergo, les équipements ou les formations. Donc là, on vous enverra directement sur ces fameux documents qui sont peut-être nouveaux, mais qui sont aussi impératifs pour nous, et ainsi que pour les actions de sensibilisation, les aménagements de postes, avec, ce fameux arrêté du 16 octobre 2017 et les salaires préventeurs. Voilà, donc on va vous envoyer en fait, une partie du travail qui va être réalisé sur le site internet au travers du support de présentation. Et on vous donnera le lien, vers un dépliant, qui a été créé au niveau national sur cette subvention qui va, en fait, expliquer, en 4 pages ce qu'on a essayé de vous expliquer en 47 diapositives. Voilà, comment elle marche, quels sont les points d'attention, et puis après, je dirais tous les détails vont se retrouver sur amélisée.fr ou sur notre site. On vous préviendra quand ça sera consultable. Alors, nous allons revenir sur les quelques questions que vous avez pu poser durant la présentation. Je reviens sur une question de Laurence. Est-ce que les aménagements de postes peuvent concerner le secteur tertiaire? On n'a pas de limite, à des secteurs particuliers. Une autre question de Virginie concernant les accords de branche qui sont rédigés. Quels sont ceux qui sont en cours? Je sais qu'il y en a une en cours sur le secteur médico-social et il n'y en a que 2 en cours. On vous répondra ultérieurement à cette question. Pour autant, les entreprises dont, ceux pour lesquels il y a un accord de branche en cours, automatiquement, lors d'une demande de subvention, ont les montants et les seuils qui sont mis à jour. Emmanuel demandait si une communication spécifique était prévue en direction des médecins du travail au sujet de leur rôle attendu. Et entre parenthèses, il met l'attestation. On a une réunion avec présence qui est programmée le 12 juin prochain, donc pour expliquer un petit peu tout ça. Et les médecins du travail étaient également conviés à ce webinaire. Une question de Virginie. Les exosquelettes sont-ils concernés si le diagnostic démontre que c'est la seule solution? Donc là, sur les exosquelettes, donc ils font pas partie de la liste des équipements, je vais dire classiques. Pour autant, s'ils sont recommandés, par un médecin du travail dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, à ce moment-là, ils pourraient être pris en charge. Catherine a posé une question concernant le maintien d'un salarié dans l'emploi. Comment s'articulent vos aides avec celles du Cap Emploi AGFIP? En fait, on va, c'est le médecin du travail qui va faire le lien, sur le maintien dans l'emploi. C'est lui qui va pouvoir décider et proposer, les aides, qui permettraient aux salariés de rester dans l'emploi. Donc là-dessus, en fait, il y a pas forcément un lien direct avec la GFIP. Il se fait au niveau du médecin du travail. La question suivante de Xavier. Est-ce que l'ensemble des taux et maximum de prise en charge en fonction du nombre de salariés sont valables nationalement ou est-ce que cela sera défini par chaque CARSAT? On est sur des taux qui sont définis nationalement.
C'est la même chose partout en France et et dans les DOM-TOM aussi. Voilà, c'est la même chose partout en France. Alors la question suivante d'Elisabeth. Concernant la notion de facturation, cela génère un biais sur la capacité financière des entreprises qui demanderont. Y a-t-il possibilité d'avoir une sorte d'engagement de subvention avant achat? Vas-y Isabelle. Non, comme on a dit, c'est sans réservation. Donc, la CARSAT ne donne pas son avis sur les financements prévus. C'est bien un cahier des charges que l'entreprise a à sa disposition et qu'elle doit fournir à son fournisseur ou à son prestataire. C'est une gestion, nous, purement administrative. Les préventeurs n'entrent pas dans ce dispositif. La question suivante d'Anne-Laure. Une formation de formateur PRAP 2S est prévue sur 2024 et se termine en 2025. La demande du FIPU peut-elle être renouvelée d'une année sur l'autre? Alors, on a une vision sur l'année 2024. Je peux pas, moi, m'engager sur l'année 2025. Malheureusement, là, à ce niveau, je peux pas dire. C'est une information qu'on n'a pas. Par contre, la formation de formateur, je suis en train de vérifier à côté sur la PRAP, alors que ça soit la 2S ou la PRAP IBC, est éligible. Donc, là-dessus, au pire, s'il n'y a pas de prorogation sur 2025, il faudrait voir avec l'organisme de formation pour qu'il facture peut-être en 2 fois, assurer 2024 et garder un bout de facturation sur 2025. Mais à ce stade, aujourd'hui, on ne peut pas s'engager sur l'année 2025. Juste pour préciser, une formation qui a débuté en 2023 et qui s'est terminée en 2024 est éligible. Et à partir du moment où elle est facturée en 2024. Alors, une autre question de Catherine. Est-ce que les aides peuvent être cumulées, aide AGFIP et aide FIPU, par exemple? Elles pourront être cumulées, mais pas au-delà du montant de la facture. En fait, l'entreprise, elle va attester lorsqu'elle fait sa demande de subvention, elle va attester que le cumul des financements ne va pas au-delà du montant de la facture. Et une petite interrogation de Réjeanne. Concernant le cahier des charges pour les équipements, les fournisseurs sont un peu perdus. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place pas mal d'outils pour justement aider au maximum. Ouais, c'est un démarrage un peu pour tout le monde, hein. Il y a peut-être quelques zones de flou, on veut bien l'entendre. Après, les cahiers des charges, en fait, ce qui est compliqué, c'est de comprendre qu'il y a un cahier des charges de l'entreprise parce qu'elle a besoin d'un matériel et il y a un cahier des charges de la branche accident du travail et maladie professionnelle qui, lui, va se focaliser sur certains points importants à nos yeux sur ce matériel-là et l'utilisation en toute sécurité de ce matériel-là. Donc, c'est nouveau. On n'a peut-être pas l'habitude. Si jamais il y a des soucis de compréhension, faut pas hésiter à nous en faire part ou à en faire part au national via tout ce qui est organisation professionnelle pour qu'on puisse clarifier les choses. Voilà. Mais c'est essentiellement quelque chose de nouveau et il y a quelque part un double cahier des charges entre l'entreprise et la branche AT-MP. Il faut bien, pour la partie subvention, répondre au cahier des charges de la branche AT-MP. Alors, une autre question. Est-il possible de fractionner les demandes en fonction des projets, par exemple sur le salaire de préventeur dans un premier temps et dans un second temps, au deuxième semestre, sur une demande de financement de formation après leur réalisation? Alors, Oui, Vas-y. tout à fait. Les entreprises peuvent faire autant de demandes sur les différents postes, sur les différentes subventions, sans dépasser toutefois le plafond qui est en fonction de soit accord de branche, pas d'accord de branche, de l'effectif de l'entreprise. Voilà, les plafonds, le nombre de demandes par poste n'est pas limité. Par contre, ce sont les taux de financement. Donc ça rejoint, je pense que la réponse était donnée pour Xavier qui posait la question, le maximum de prise en charge est-il valable sur demande ou par entreprise?
Par exemple, si l'entreprise veut acquérir plusieurs équipements ou faire plusieurs études ergonomiques, peut-elle avoir plusieurs aides? Elle peut avoir plusieurs aides tant que le cumul de toutes ces aides type de subvention, dépasse pas le seuil. Et une dernière question de Marianne. Comment procéder pour les aménagements individuels vis-à-vis de l'AGFIP? Dans quel ordre solliciter qui? À savoir que l'AGFIP fonctionne sur devis. Eh ben, c'est une excellente question et nous vous remercions de l'avoir posée. Je pense que ça fait partie des points là qui seront peut-être à des points qui seront à éclaircir avec le national aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on note le point et puis on reviendra vers vous pour vous apporter une réponse. Nous, par contre, on est sur facture, donc sur service rendu, une fois que c'est fait. Voilà, ça par contre, c'est une certitude dans ces subventions-là. Donc l'AGFIP est vraisemblablement et visiblement, sur la préparation, sur les devis. Nous, on est sur le service rendu, donc on intervient potentiellement à 2 moments différents dans ces projets-là. Et là, nous allons une autre question de Marianne. Situation concrète. Si le matériel identifié pour le collectif ne rentre pas dans la liste des équipements, l'entreprise demande à un salarié ayant des gènes physiques de voir le médecin du travail pour avoir une attestation individuelle avec un objectif collectif post-partagé au final. Avez-vous un retour d'expérience, un avis sur ce biais? Merci. Pour l'instant, on n'a pas forcément de retour parce que ça fait un mois et un jour que la subvention est lancée. Pour autant, c'est quelque chose pour lequel on s'attend un petit peu. Ça, c'est aussi au niveau ça va être filtré pour nous, ça devrait être filtré au niveau du médecin du travail qui va, définir les équipements et les besoins liés à la personne, et c'est plus là-dessus que ça devrait se filtrer. C'est un biais qu'on peut avoir et qu'on va sûrement rencontrer et qu'on va gérer avec l'expérience. Merci Gilles. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Nous allons pouvoir conclure ce temps de présentation. Je vous remercie de votre participation. J'espère que vous aurez eu les réponses aux questions que vous vous posiez. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le petit questionnaire qui apparaît sur votre écran. Ça nous permet de mieux adapter nos communications à vos besoins. Je vous rappelle que vous allez recevoir le replay du webinaire par mail et vous aurez également accès au support de présentation en le téléchargeant à partir du petit onglet Apps qui est en bas de votre écran. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.